je suis astrophysicien, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et j'étudie les astéroïdes qui sont des petits corps célestes au moyen notamment de missions spatiales qui vont les explorer. Un astéroïde, c'est un petit corps céleste qui tourne autour du Soleil et qui est en fait l'un des restes des briques qui ont formé nos planètes. Quand nos planètes se sont formées, elles ont aggloméré des petits rochers qui petit à petit ont constitué une planète, mais certains de ces rochers ne sont pas accumulés dans une planète et se sont parqués dans une région qui s'appelle la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc ces astéroïdes en fait sont les restes des ingrédients qui ont fabriqué nos planètes et qui ont un avantage, c'est que comme ils n'ont jamais grossi et qu'ils n'ont jamais chauffé, leur composition est restée fidèle à celle des ingrédients qui ont formé les planètes, qui elles ont chauffé et se sont transformés chimiquement. Donc en d'autres termes, ces astéroïdes, ce sont en fait les meilleurs traceurs de l'histoire du système solaire puisqu'ils nous permettent de remonter le temps et d'accéder à la composition initiale du système solaire. Par ailleurs, certains d'entre eux contiennent de la matière organique et de l'eau, et dans certains scénarios, on pense qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impact et que ces astéroïdes auraient pu apporter tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Et ce sont tous ces scénarios qu'on essaie de vérifier avec les aventures spatiales extraordinaires que nous avons menées et que je décris dans ce livre. Un astéroïde depuis la Terre, c'est un tout petit point lumineux puisqu'il ne fait que réfléchir la lumière qu'il reçoit du Soleil et comme il est petit et loin, on ne voit pas grand-chose. Alors on a quand même réussi grâce à ça à obtenir quelques informations, mais l'idéal c'est d'aller les voir parce que dans ce cas-là, on en a de vraies images et ces images d'ailleurs nous ont révélé que ces petits cailloux célestes sont loin d'être des petits rochers très ennuyeux. Ce sont de véritables petits mondes géologiques d'une complexité absolument incroyable qui présentent des diversités entre eux, des formes différentes, des tailles différentes, des compositions différentes, mais aussi des diversités structurelles. On a sur un même astéroïde des avalanches, des cratères, des champs de roches qui nous racontent quelque chose de l'histoire du système solaire. En fait, les missions spatiales ont vraiment pour but de nous dire précisément de quoi ils sont faits, comment ils réagissent à tous les processus qu'ils subissent au cours du temps et ainsi de pouvoir mieux les comprendre pour soit savoir ce qu'ils nous disent sur l'histoire du système solaire ou alors s'en protéger. Et c'est pour ça qu'on a différents types de missions et c'est ce que je décris dans le livre, sont celles qui ont ramené des échantillons d'astéroïdes. Donc on a envoyé une sonde qui a touché un astéroïde, ramené de la matière sur Terre et l'analysé avec nos laboratoires qui ont une précision bien plus grande que ce qu'on peut emporter dans l'espace. Puis d'autres missions qui ont pour but de taper dans un astéroïde pour le dévier de sa trajectoire et vérifier si on a une technique valide pour s'en protéger. Les astéroïdes sont un risque naturel qui est parmi les plus faibles par rapport à tous les risques auxquels on a affaire tous les jours, mais qui a de grandes conséquences s'il se produit et on sait que sur le long terme il se produira, même si heureusement pour l'instant on n'a aucun astéroïde que l'on connaît qui nous menace. Et c'est pourquoi nous avons engagé un sujet qui s'appelle la défense planétaire, qui est l'objet d'un chapitre entier dans mon livre, et qui effectivement a pour but de préparer un plan robuste que l'on offrira aux futures générations pour faire face à ce risque. Parce qu'en fait, même si le risque est faible à court terme, il se reproduira à long terme, et c'est un risque pour le gérer qui est suffisamment complexe pour qu'on essaie de ne pas avoir à improviser. Les dinosaures auraient bien aimé avoir une agence spatiale et des gens comme nous pour leur offrir un plan et pouvoir résister à l'impact d'un astéroïde. Et en fait, c'est effectivement ce qu'on est en train de faire. Il faut prédire la menace, donc faire l'inventaire de tous les objets potentiellement dangereux, ce qu'on est en train de faire. Il faut avoir une méthode pour la prévenir, c'est-à-dire des techniques validées qui nous permettent de les dévier. Et puis, il faut aussi s'organiser à l'échelle internationale pour que le jour où ça arrive, on sache qui décide comment et qu'on soit bien coordonné. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Je prends dans le livre l'analogie avec la pandémie, qui est un même problème. C'est un problème international quand il arrive. C'est pas évident de savoir si un virus va vraiment être contaminant. C'est pas évident de savoir comment on va y faire face. Et c'est pas évident non plus politiquement de décider de confiner, par exemple, avec une information partielle. On aura affaire à la même problématique si un astéroïde nous arrive dessus, sauf qu'on a un avantage, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a pris conscience de ça et que donc on se prépare petit à petit à avoir ce plan robuste pour pouvoir y faire face, sachant qu'un plan est réalisable, mais il faut prendre le temps de le mettre en œuvre. On vit le véritable âge d'or des astéroïdes puisque
dans mon livre, dans le chapitre sur l'aventure continue, eh bien effectivement, on a la chance d'avoir des tas de missions qui vont voir ces petits corps. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ils répondent à différents objectifs, que ce soit comprendre nos origines, ou alors nous protéger d'un risque d'impact, ou alors même les exploiter pour en faire des sortes de stations-service qui nous permettraient, en exploitant l'oxygène, l'hydrogène qu'ils contiennent, de reproduire du carburant, en évitant d'utiliser les ressources dont on a besoin sur Terre. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un âge d'or qui a aussi une conséquence positive, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un engouement international, on a des nouveaux acteurs, les Émirats Arabes Unis vont faire leur mission, les Japonais en font, les États-Unis en font, l'Europe en fait, et ça nous montre que la coopération internationale est vraiment très importante. Et ce que nous apprennent ces missions, et j'espère l'avoir bien décrit dans ce livre, c'est que quand on est persévérant, passionné, qu'on est capable de s'enrichir de nos différences, parce que travailler avec des Européens, des Américains, des Japonais, c'est très différent, et qu'on exploite ces différences-là, et qu'on est persévérant, eh bien on relève des défis absolument incroyables dans l'espace. Et j'espère qu'avec cette même attitude, cet même esprit de cohésion, d'équipe et de passion, on pourra relever les défis qui nous attendent sur Terre, parce que finalement, selon l'approche que l'on utilise, on arrive à faire des choses incroyables, donc c'est un message d'espoir. Et une petite anecdote, dans nos aventures spatiales, nous sommes accompagnés par Brian May, Sir Dr. Brian May, le guitariste du groupe Queen, qui est aussi astrophysicien, et qui participe à nos aventures, puisqu'il fait des images en 3 dimensions de nos astéroïdes qui nous permettent de mieux savoir où nous pouvons atterrir. Donc une légende du rock qui s'intéresse au rock céleste, c'est quand même assez sympa. On a rock, hard rock et même heavy metal, puisque certains astéroïdes sont riches en métaux, tels que l'astéroïde qui sera visité par la sonde Psyché de la NASA.